Donc ces livres, Le temps suspendu enfin, disons, correspond à une étape d'un travail de recherche qui, moi j'ai toujours de problèmes avec les dates, mais Bernard va m'aider. Il me semble qu'elle correspond à ce qu'on a fait depuis 2012, c'est ça? Un peu avant. Un peu avant. 2011, c'était l'exposition. 2011. L'histoire mise en forme par le travail de l'art signifie admettre l'hypothèse que certaines œuvres d'art produisent une réflexion sur l'histoire, pas nécessairement une réflexion critique, une mise en forme qui leur est propre, qui n'est pas celle des historiens, mais qui est en mesure et qui est souvent même à l'encontre de celle des historiens, si on admet que l'histoire est essentiellement un récit linéaire, ce qui n'est plus le cas dans l'historiographie depuis un certain temps, mais qui reste quand même une idée difficile à déraciner. Donc certaines œuvres ou certaines séries d'œuvres sont-elles en mesure de rendre compte du temps, des temporalités historiques, notamment certaines temporalités dont il est difficile, voire impossible de parler, à propos desquelles les discours s'arrêtent puisqu'il s'agit du trauma, par exemple. Et donc, face à ces suspensions, à ces arrêts, on reviendra là-dessus, c'est une des raisons du titre de ce livre, Le temps suspendu. Un film comme ça peut être Hiroshima mon amour ou un travail sur le 11 septembre tel que Richter l'a proposé, nous ont semblé être en mesure d'élaborer une pensée par la forme propre qui est celle des images. Alors ce livre, il ressemble à aucun autre, je pense, par sa structure, donc on va en parler, parce qu'il se propose de rendre compte d'une expérience, et que cette expérience collective, il était très difficile de la traduire à travers un livre. La première chose à dire, c'est que c'est un travail vraiment collectif, dans ce sens où tout le monde a relu tous les autres articles ont été discutés. Enfin, certains ont contribué aussi par leurs propres œuvres, par leurs propres, j'aime pas trop ces mots, mais enfin, leurs propres références, leurs propres œuvres de référence. Et donc la structure même du livre porte la trace de ces travaux collectifs qui n'était pas un travail académique traditionnel. Il y a eu des expositions. Il y a eu surtout ces tables, c'est-à-dire qu'on a mis sur des tables des photocopies avec les œuvres qui étaient censées avoir entre elles des éléments communs et qui au début, au début, ils n'avaient pas forcément, et au bout d'une longue discussion et d'un long échange, se sont révélés en avoir. Alors, dire que les images ou que les œuvres dialoguent entre elles dans une constellation, c'est immédiatement se référer au modèle warburgien, qui était donc... mais c'est aussi donc, des tables de mémosine, hein, avec des éléments qui se retrouvent en relation entre eux. Ça veut dire aussi prendre les risques de ce qu'on appelle aujourd'hui le pseudomorphisme, c'est-à-dire des formes apparemment ressemblantes, mais en réalité complètement indépendantes les unes des autres. Donc il a fallu beaucoup de discussions et parfois d'incompréhension, puis pour aboutir à ce travail, je voulais, avant de continuer, nommer les auteurs quand même, mis à part moi et mon camarade Bernard Rudiger, Luca Acquarelli, Yann Annichiarico, Simon Bergala, Bénédicte Duvernay, Jennifer Loro Mariani, Thomas Léon, Angela Mengoni, Morad Montazami, Philippe Rousseau, Éric Santer, Annabella Tournon et Ralph Hubel. Alors, il y a deux auteurs qui ne faisaient pas partie du groupe, qui sont Ralph Hubel et Éric Santner.
C'est donc un auteur de langue, deux auteurs de langue allemande, même si Santner publie en anglais essentiellement, qui nous ont donné des chapitres de leurs livres qui nous semblaient particulièrement intéressants. Le long article de Santner porte sur Sebald, sur la question de l'histoire naturelle, et Ralph Hubel sous l'Europe après la pluie. L'Europe après la pluie de Mars Ernst. Donc, les livres, au lieu d'être organisés en chapitres, il est organisé en table, ce qui n'a pas facilité la construction de cet objet assez unique d'un point de vue éditorial. Hein. La première table s'appelle Atlas, Histoire et réalisme traumatique. La deuxième s'appelle Cadre, machinique, organique. Et la troisième, Tableau, peindre l'histoire. Il est introduit par un texte de moi-même qui porte le titre Stratégie du lien, note sur la méthode, où je rends compte de tous ces moments où je disais mais ça n'a rien à voir, mais ça et ça n'a rien à voir, et où on a fini par me convaincre parfois que ça avait à voir et parfois que j'avais raison et que ça n'avait rien à voir. Donc la question du lien, donc, elle est au cœur de notre méthodologie, dans ce sens où il se peut que la vague de Courbet ait quelque chose à dire à une œuvre de clé à travers les temps, selon une forme d'anachronisme vertueux, à travers lesquels on peut comprendre les œuvres plus anciennes à la lumière des plus récentes. Je pense que ce n'est pas le moment aujourd'hui pour démontrer que cette méthodologie est tout à fait, non seulement tout à fait efficace, mais qu'elle est tout à fait fondée scientifiquement, si ce mot a quelque sens, dans le contexte qui est le nôtre. Donc ça c'est un travail qui a impliqué beaucoup de monde et qui aboutit à une collaboration avec les presses universitaires de Lyon et avec Delphine qui est là au fond, avec beaucoup d'échanges et je voudrais aussi rendre hommage quand même au travail de mise en forme dont nous devons beaucoup à Bernard ici à mon côté, avec le soutien des autres membres artistes de ce groupe. Peut-être que Bernard, tu peux prendre un peu la parole et puis moi je reviens. Donc, comme dit Giovanni, c'est un assez long travail de collaboration, mais je tiens à souligner aussi que c'est un long travail aussi individuel, c'est-à-dire que les objets d'étude ont été tous très partagés par des discussions assez complexes et de très longues années de partage des sujets différents, mais qui sont aussi les sujets de recherche des uns et des autres, artistes et théoriciens. Sur la question de la méthode que disait Giovanni, donc l'image que vous voyez au début du texte introductif de Giovanni sur la méthode de travail est une exposition qui a eu lieu à Lyon en 2011 et qui était une exposition expérimentale même dans sa forme, c'est-à-dire qu'elle n'était pas ouverte au public sauf les jours de sa fermeture, les derniers jours. Elle était une exposition en cours de travail que nous avons fait pour nous-mêmes avec des œuvres à échelle 1, c'est-à-dire nous avons invité des artistes avec des vraies œuvres présentées dans l'espace de l'exposition et tout un travail de table que vous voyez ici au premier plan, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancement de l'exposition, nous avons construit des tables pour essayer de tenir ensemble ces différentes pistes des réflexions que nous avions et en même temps pour produire une méthode de travail collectif qui nous permettait donc de travailler sur ces différents sujets. Je vous montre donc une des tables, ça c'est la table d'Atlas.
Mais cette table est le résultat d'un très long travail, donc depuis 2011, elle a beaucoup changé, mais elle existait dans une certaine forme déjà dans cette première exposition, avec des objets aussi différents que ceux qui sont ici sous la table, mais sont devenus, à fur et à mesure, se sont précisés autant par l'écrit que par l'expérience de nos discussions. Je voudrais dire peut-être aussi que, pour aborder les questions plus générales, la suspension du temps a été un des éléments centraux de notre réflexion, comme disait Giovanni, à partir de la question de l'histoire, donc de la question de sa narration, et d'autres formes possibles de sa mise en forme. C'est l'histoire mise en forme par le travail de l'art, a été donc le colloque de 2009, et a été le premier moment à partir duquel nous avons commencé à réfléchir aux œuvres d'art, non pas seulement comme représentation de l'histoire, ou comme étant fortement influencée par une histoire, ou disons soumise aux effets de l'histoire, mais véritables objets dépensés de l'histoire elle-même. On a commencé donc, dans un certain sens, non pas à essayer de voir quel lien existe entre les œuvres et une histoire traumatique, par exemple, comme la Deuxième Guerre mondiale et ses catastrophes, mais au contraire, à voir les œuvres comme les lieux où cette pensée s'est développée véritablement. Et à partir de cet renversement, ils se sont posés évidemment des questions plus générales. Et notamment, une des questions essentielles que nous a guidés toutes ces années est la question du temps. Est-ce que le temps, peut-on nous voir le temps simplement comme sa narration, évidemment, c'est exclu, ou comme son avancement, comme sur un horloge, c'est-à-dire le temps là est composé des moments l'un après l'autre, mais le temps évidemment est composé des éléments bien plus complexes qui donc produisent des anachronismes importants qui sont une des sources, nous a semblé, du travail des œuvres d'art sur le temps et sur l'histoire. Et nous avons donc surtout travaillé, je pense, à partir d'un paradigme qui était central dans la réflexion, qui est le paradigme du trauma. L'idée donc que dans les traumas, l'expérience venant à manquer, les liens au réel se construisent autrement, et pourtant ils se construisent. C'est-à-dire qu'il y a surtout un aspect qui nous a particulièrement intéressé, cette question sur le temps. Si l'expérience du sujet traumatisé ne peut pas se souvenir de ce qu'il a vécu, c'est-à-dire qu'il ne peut plus remettre en forme les traces mnémoniques et les dérouler selon un récit, il y a pourtant quelque chose à dire sur cette absence. Si une œuvre d'art, donc, a affaire avec l'histoire, ou arrive à penser l'histoire, c'est peut-être pas tellement à partir de sa représentation et de sa narration, qu'à partir d'un travail, selon un paradigme qui pourrait ressembler au paradigme traumatique, c'est-à-dire quelque chose qui est mis en relation au réel, non tellement par ce qu'elle est représentée, mais par ce qu'elle est produit sous la perception du réel et sous le travail du spectateur lui-même, qui donc élabore, est mis en position d'élaborer lui-même une relation assez réelle historique. Disons que ça a été peut-être, je dirais, le point central de notre travail, qui a trouvé évidemment des formes très différentes, que dans les livres sont traitées à partir des points de vue et d'objets très variés, et qui s'est, disons, structuré sur les 3 chapitres que Giovanni a énoncés. Donc les premiers, dont vous voyez la table ici, l'atlas, donc les titres aussi de l'œuvre de Richter, qui est en couverture de notre livre, et qui est donc une table d'atlas de 2006 traitant des réflexions que Richter a eues en 2002 à partir du 11 septembre et d'une image donc, du 11 septembre. Ces premiers chapitres se concentrent, je dirais d'une façon plus importante, sur cette question traumatique et sur son paradigme, essayant d'élaborer à partir de certains objets qui nous ont particulièrement intéressés, donc Richter et l'Atlas, qui est l'article d'Angela Mengoni, qui ouvre les livres. Une deuxième partie qui est un article de moi-même qui porte sur surtout sur Hiroshima, mon amour, d'Alain René, mais qui est mis en lien avec d'autres œuvres, à partir de l'idée
d'un signal qui, dans les films, exclut l'expérience du spectateur. Nous assistons à la visite à Hiroshima du lieu de la catastrophe, et pourtant notre expérience en est exclue. Donc l'article essaye de travailler à quel est le déclencheur de cette exclusion. Et un troisième article, donc, qui est celui, Johnny, si tu me vois, s'il te plaît, qui est celui des centenaires, qui est sur l'idée d'histoire naturelle et des je ne sais plus comment, là maintenant ça m'échappe, comment on a traduit créaturité. Pardon? Créaturiel, l'idée des créaturiels. Il y a dans ces chapitres une réflexion plus générale aussi sur ce qu'est la bioéthique, ce qu'est les corps, ce qu'est un corps soumis à une condition traumatique. Donc ce chapitre travaille fortement autour de ces questions-là. Et c'est clos donc sur un article de Mourad Montazami, Pétrole sur moi, sur une relation entre l'imaginaire iranien et la relation à son sous-sol des pétroles à partir d'une image, d'un guide, que je peux vous montrer, l'article de Montazami. Et je reviendrai sur les chapitres après. Voilà. De ces liens qui est fait dans un guide, ça m'échappe, le nom de l'auteur, de Chris Marker, d'un guide qui était donc fait par les bureaux de Chris Marker à l'époque où il s'occupait des éditions des guides dans le monde. Sur la structure des différents articles dans les chapitres, avant de passer à un deuxième chapitre, vous avez vu que chaque chapitre recommence par la table, c'est-à-dire la table qui nous a servi de véritable lieu de réflexion est donc mise en... Voilà. La table qui donc a été ce long travail de discussion autour des objets, a des axes, dans ce cas ici, des axes assez évidents, avec toute la partie de Richter, à gauche, la partie plutôt liée à Hiroshima mon amour au centre, avec un Warhol Ono qui est traité aussi qui n'a été un moment important à partir du livre de Hal Foster. Et cette table est toujours introduite par un article donc explicité, et après introduit par un article ici de moi et Angela Mengoni, mais qui a été aussi souvent un moment d'écriture collectif, qui explicite dans un certain sens les liens, ou essaye de tracer les liens qu'il y a entre les différentes tables. Ici, la table des Richter qui a été le véritable point de départ de cette recherche, là où il met en relation donc une répétition de l'image très médiatisée des tours qui s'effondrent avec une hypervision d'une matière regardée tellement à la loupe qu'on n'a plus qu'un dessin géométrique. Donc c'était une des axes importants de notre réflexion. Et donc ces introductions expliquent les différentes relations que nous construisons ici, par exemple, entre la matière, cette hypervision dont fait état Richter, donc la répétition qui est partie évidemment importante du paradigme traumatique, en même temps mis en parallèle avec l'hypervision, qui est mis en parallèle ici dans ces pages par exemple avec les sols d'Hiroshima et son désordre. La matière comme ordre total dans la table de Richter peut être lue comme une hypervision de quelque chose de très ordonné à côté de quelque chose qui est très désordonné, par exemple la matière des poussières que le tour laisse derrière elle, dans un mélange où tout est mis en désordre et rien n'est plus reconnaissable, comme sont aussi en partie des expériences importantes des récits des catastrophes d'Hiroshima. Une question sur les temps, donc ça c'est une de mes œuvres mises à côté des Hamlet Machine, parce qu'il y a une réflexion donc aussi plus loin dans les livres, dans les prochains chapitres, de Gianni Lauro Mariani sur la relation au théâtre, la relation du spectateur face à l'horreur au théâtre.
et à la mémoire d'histoire. Donc ici encore, vous voyez la page de Richter dont je viens de parler, donc celle qui détaille cette hypervision des matières agrandies à côté des grands vitres qu'il a produits ces dernières années, qu'on a vu à Beaubourg par exemple il y a quelques années. Les vitres hyper transparentes, ici à côté d'une autre de mes œuvres qui est sur New York, et toujours les tours jumelles. Donc cette entrée en chapitre permet à chaque auteur de développer une approche personnelle, une approche singulière, donc sa propre recherche. Ici, donc, l'article d'Angela Mengoni sur la structure Atlas et sur ces rapports complexes de la construction, donc, qui s'est fait dans l'Atlas de Richter entre mémoire dès la catastrophe et nouvelle ère d'une Allemagne reconstruite. Ces chapitres portent beaucoup sur ces questions. Ces chapitres est aussi très important dans les livres pour nous parce qu'il construit véritablement une relation nouvelle à la question donc de l'Atlas, qui a été un des outils de travail importants pour nous. Et donc, mon propre chapitre sur cette idée de marqueur, qui est peut-être, pour dire aussi, une relation plus importante à notre travail précédent, Face au réel éthique de la forme dans l'art contemporain, a été un livre de 2008, il me semble, qui mettait en avant une problématique qui devenait intéressante pour nous, c'est-à-dire à quel moment les images dont elle a pensé, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle produit quelque chose qui est de l'ordre non pas qu'est-ce que je vois quand je suis devant une image, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose à voir. C'est une des questionnements importants pour nous, aussi face, vous voyez, à cette question de la matière, de l'hypervision. Les spectateurs ne se trouvant plus dans la position de reconnaître ce qu'il y a à voir, mais de reconnaître que quelque chose il y a à voir. Et donc, si quelque chose est à voir, il est peut-être nécessaire pour le spectateur de faire lui-même le travail d'aller trouver les liens entre un tableau abstrait ou incompréhensible et un événement historique qui appelle toute son attention et donc qui permet un travail d'élaboration qui nous paraît particulièrement différent dans certaines branches de l'art contemporain et qui a pour nous un peu un des axes de nouveauté de notre travail. Donc je passe les chapitres. Et donc le deuxième chapitre, donc 4, machinique organique, s'est construit à partir de cette table qui construit un lien entre d'une part des réflexions de début de siècle et notamment dû à Machuchin, qui était donc un peintre musicien, une espèce de maître à penser de Malevich, dont vous voyez au centre cette espèce d'œil en 3 dimensions, et donc un axe qui se construit autour de cette question de l'œil comme un œil de l'hypervision spatio-temporelle, donc des dimensions d'un ailleurs, à côté d'une réflexion sur l'œil machinique des caméras, toujours par exemple dans l'art russe des débuts de siècle, et qui ont été un point qui a apporté surtout au groupe de recherche. Donc ces premiers points de Machuchin viennent des travaux de Bénédicte Duvernay autour de la question de Malevich et des clés sur cette pensée de l'espace, de la perception hors d'espace. Et à côté de ça, donc, la réflexion de Thomas Léon, qui est un artiste cinéaste qui travaille surtout avec le numérique, et qui donc travaille avec un œil machinique par excellence, c'est-à-dire un œil qui se trouve être hors lieu, être hors espace. Et donc les recherches de Thomas l'ont amené d'un côté, et ça c'est typique pour notre façon de travailler, vers le cinéma d'avant-garde des années 10 russes. Et donc l'idée de l'œil machine, de la caméra qui est complètement délivrée du corps
de son caméraman et qui donc commence à être pensé comme un objet qui n'est plus dépendant de la regard d'auteur d'homme et donc d'une perspective dans un espace donné. À côté des réflexions que Thomas Léon mène sur Michael Snow et son travail, qui a été l'objet du colloque que nous avons fait il y a 2 ans ici à l'INHA avec Michael Snow en invité, et qui propose des systèmes machiniques comme la région centrale, par exemple, le film fait à partir d'un axe qui tourne dans tous les sens, et qui est une véritable expérience de 3h30 de vision d'un espace complètement non humain, quelque part. Et ces réflexions de Thomas Léon nous ont permis de faire des liens, différents liens, entre d'un côté des éléments importants, donc vous voyez l'axe Ono, que cette question, donc l'axe horizontal qui est la question de l'œil, la verticale qui va vers cette problématique de Malevich, et une autre axe qui redescend d'ici en bas vers donc un autre Malevich, le Malevich qui précède donc celui du suprématisme, mais qui passe aussi par moi j'ai un problème avec les noms, vous avez compris. Normalement, quand j'enseigne, mes étudiants commencent à lancer les noms comme ça parce qu'ils savent que je me bloque et je ne sais plus lire. Les danseurs allemands. Schlemmer, Oskar Schlemmer. Et ces moments d'Oskar Schlemmer est pour nous une question vraiment très importante parce qu'elle permet de penser les corps comme un corps cinétique, donc un des centres qui permettent de penser cet hors-temps machinique. Et vous voyez, il y a un axe vide qui sépare une autre axe à gauche. C'est vide pour nous très important parce qu'à gauche, vous avez une autre pensée du machinique que celle de Picabia, qui m'intéresse moi depuis très longtemps parce qu'elle permet de penser ce que je viens de dire il y a peu de temps, c'est-à-dire il y a peut-être quelque chose à voir que mon tableau ne montre pas. Les dessins machiniques de Picabia sont tous faits à New York pendant les années de la Première Guerre mondiale et traitent des machines érotico-guerrières, érotico-violentes. Et cette question de la violence qui nous apparaît particulièrement intéressante aussi dans la question machinique, c'est-à-dire un corps qui n'est plus corps et qui donc se pense en dehors de soi, et qui permettent, dans le cas de cet autre axe qui se ouvre ici à gauche entre Michael Snow et donc Klee, de penser aussi quelque chose qui est donné à voir, non pas en lisant ce qui est visible, mais en essayant de comprendre ce que ce machinique comporte et induit. Et donc ce chapitre s'est construit sur différents textes. Il commence avec, justement ici peut-être, donc toujours l'article qui explique, si vous voulez, ces liens que j'essaye de résumer très vite ici. Et donc, ici, la page de garde de l'article de Jennifer Lauro Mariani, qui est donc une introduction sur les 2 tables. Vous voyez que Jennifer travaille autant sur la question des Abnet Machines, qui est un des points de départ d'objet de travail de sa propre thèse, et construit un lien avec la 2e table et quelque chose que développe l'article sur les théâtres, sur la relation problématique entre un théâtre de la mémoire arrêtée, mais explicité comme arrêté, que celui de Heiner Müller, ou le théâtre de Year in the Face, plus actuel du théâtre anglais, qui expose à la violence et donc n'est produit pas une élaboration. Cet article est donc suivi d'un article de Jan Anikiariko, et là nous rentrons dans un espace très particulier parce que Jan Anikiariko est un artiste qui utilise peu la parole. Jan est présent en salle aussi. Il pourrait dire quelques mots, mais il ne le fera pas. Oh, il peut te démentir. Il peut me démentir, voilà. Mais pas expliquer. Il ne va pas nous l'expliquer, mais je sens qu'il va démentir ce que j'ai dit. Mais Jan est donc un artiste plasticien du groupe qui travaille beaucoup avec les images et a donc fait plutôt un texte visuel que non un texte écrit, avec des parties écrites évidemment. Il se rattache donc à cet œil omnispatial de Machuchin et
construit une relation entre donc une nouvelle table, une table qui lui appartienne, entre certaines réflexions de Paolini, de Giulio Paolini, sur la forme comme étant une forme qui n'est pas liée à l'artiste qui l'a produit, mais une forme qui dépasse les temps, c'est-à-dire pour Paolini, la forme préexiste à l'artiste, l'artiste n'est que celui qui la donne à voir pour un bref moment, la forme serait quelque chose donc de métaphysiquement présent avant, et ses propres productions qui travaillent sur donc des questions très liées à nos réflexions, c'est-à-dire un temps de l'histoire naturelle et un temps de la perception humaine. Pourquoi il n'avance pas ? Voilà la question de Paolini, avec deux citations. Et ici, un travail que Yann avait construit dans la première exposition que nous avons fait en 2011, qui est une image de Muybridge. Donc l'image que vous voyez de San Francisco et l'image photographiée par Muybridge était un tour complet de San Francisco, avec Muybridge lui-même. Là, je vous montre peut-être les détails d'après. Muybridge lui-même, qui est sujet de ses propres photographies, voyageant dans un espace d'une galaxie, donc les tout tenus dans un espace galactique. Et l'article, donc, Yann, je saute, parce que je sens que tu ne serais pas satisfait de mon explication. Donc un travail de Yann sur l'apérite et l'espace des mouches et la géométrie parfaite. Donc le chapitre se poursuit avec l'article de Thomas Léon que je viens d'évoquer brièvement sur la question de l'œil machinique dans les cinémas d'avant-garde et une relation qu'il fait avec Caspar David Friedrich, donc le pré-romantisme, cette relation de l'œil à l'espace total. Il est suivi d'un article plus précis qui revient plus précisément sur certains travaux de Michael Snow, donc de Luca Quarelli, qui revient ici sur la machine de la région centrale et sur d'autres travaux liés à cette question de l'image chez Michael Snow, suivi d'un article que je propose, moi, sous la notion de transcodage numérique. Ce qui m'intéresse dans cette histoire de transcodage est que depuis l'époque, disons, au moins de Schaeffer et de la musique concrète, on peut penser les transcodages comme une forme qui, tout en maintenant toutes les caractéristiques d'un objet concret, un son par exemple, les remontant dans des contextes différents, ces remontages produisent quelque chose qui est la perte du contexte, donc on ne sait plus à qu'est-ce qu'on observe et ce qui nous intéressait dans cette question, dans ces chapitres de machinique organique, et aussi que les transcodages machiniques produisent chez les spectateurs un manque des repères et des références, et donc ce qui nous intéresse particulièrement ici, qu'est-ce que fait une œuvre d'art quand elle ne pose plus la question, voilà, qu'est-ce qu'elle fait une œuvre d'art quand elle ne pose plus la question du référent, obligeant les spectateurs à construire ou à élaborer lui-même ce que l'image ne tombe pas à voir. Ici, il s'agit d'un son, d'une image, par exemple, c'est une image documentaire. La photo que vous voyez, elle fait 10 mètres de longueur. Et cette image est un son repris sous les tours jumelles du World Trade Center en avril 2001. Les transcodages, pardon, excusez-moi, j'ai passé où? Non, c'était avant. Voilà. Vous voyez, la question du transcodage transforme donc la perception de cette image, qui pourtant est un son, mais transcodé dans une image, elle devient incompréhensible. Et pourtant, quel est notre travail quand nous essayons de comprendre la chose que nous voyons? Et le chapitre se termine sur un article d'Annabelle Latournon qui porte, elle, sur l'art mexicain de l'après-révolution et une attention particulière à cette élaboration de l'histoire qui se joue
C'est l'un des critères qui peuvent évidemment être rapprochés de nos propres préoccupations sous les catastrophes, mais qui pourtant développent des stratégies tout à fait particulières dans une relation à la façon de rejouer autrement les moments de la catastrophe. Et donc je passe la parole à Giovanni pour le dernier chapitre. Le dernier chapitre porte le mot peindre, donc peindre l'histoire, et donc il nous renvoie plus immédiatement à la peinture. Et à la peinture d'histoire en particulier, c'est-à-dire la peinture le genre le plus élevé des peintures à partir du XVIe siècle et jusqu'aux avant-gardes. Et Simon Bergala, qui est peintre, nous a proposé la vague des Courbet comme un élément étant à mesure de nous faire réfléchir sur cet espace dépourvu de présence humaine, avec un temps de l'imminence, l'imminence de l'éclatement de la vague, avec sa dimension matérielle aussi, très, très présente, et avec toutes les relations qu'on a fait entre la vague et la Commune de Paris, que nous avons essayé de dépasser. Beaucoup ont vu la vague comme une annonce de la Commune, ce qui est intéressant. Et on pourrait dire la même chose du travail de Bernard quand il est allé enregistrer les sons sur le World Trade Center quelques mois avant des attentats. Il ne faut pas trop le dire parce que j'espère qu'il ne va pas avoir des ennuis avec la police. Mais il était là, il y a quelque chose d'une intuition assez extraordinaire. L'idée que je ne vais pas ici développer est une idée assez benjaminienne, c'est-à-dire d'une prophétie renversée, faite après coup. Courbet a été accusé aussi d'avoir détruit la colonne Vendôme. La colonne Vendôme qui porte sur sa surface cette histoire progressive en forme de spirale qui culmine avec Napoléon. Et donc nous avons retrouvé des photos de la colonne mise à terre et évidemment l'idée d'un artiste qui casse la spirale, un artiste qui lui-même propose la vague peut-être comme modèle du temps historique. Et bien évidemment, ce qui nous a intéressé aussi, c'est la poussière. Et la poussière traverse un peu tous les livres. C'est-à-dire, si on renonce à une histoire progressive et progressiste, on risque de retomber dans une histoire cyclique, c'est-à-dire de régresser vers un temps et un cycle naturel. Et cette affaire d'histoire naturelle revient dans les textes de Centenaire et puis aussi dans le très bel article de Ralph Hubel sur Max Ernst. Et de son côté, Bénédicte Duvernay a mis ensemble des tableaux de Malevich, de Klee, qui sont une manière de défaire le temps de l'histoire et de faire apparaître cet autre temps dans lequel l'homme n'a pas d'impact, qui est le temps de la nature. Le texte de Philippe Rousseau qui est ici présent, peut-être que Philippe va dire deux mots s'il en a envie. Il y a un certain nombre de personnes qui sont ici et donc vous pouvez interroger, ils peuvent répondre si vous avez des questions. Ça peut paraître étrange, hein, c'est le Smithson et Massers à la rigueur, pourquoi pas, mais Giorgione, qu'est-ce qu'il vient faire avec cela? Si je me trompe pas, c'est pas tellement les tableaux lui-même de Giorgione qui intéressent Philippe Rousseau, c'est plutôt l'analyse qu'il en a faite, comment il s'appelle, Campbell. Oui, Stephen Campbell,
qui était venu nous présenter ses réflexions sur Lucrèce et sur la Tempesta di Giorgione, donc une approche à la question du pittoresque et très très originale qui clôt donc le livre. Je ne sais pas si le livre circule très lentement, peut-être qu'on peut en faire circuler un autre de l'autre côté de la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à propos de ces livres? Nous avons encore un petit peu de temps. Je pense qu'on va respecter notre horaire, mais il y a encore un petit quart d'heure quand même. Est-ce qu'il y a des questions alors, sous la structure elle-même de la recherche éventuellement et sous la forme de ces livres? Ou des considérations, des remarques? Les critiques. Les critiques, les critiques, nous les acceptons pas. Alors, bien évidemment, c'est un livre qui prend position d'une manière très indirecte, mais j'espère assez forte sur cette problématique qu'on appelle aujourd'hui la recherche en art. Est-ce que les artistes sont des chercheurs et dans quelle mesure ils font une recherche? C'est une question très, très artificielle. J'ai toujours pensé très artificielle parce que, bien évidemment, il y a beaucoup plus de recherches dans les écoles d'art que dans l'université. Et que l'idée qu'on ait besoin des structures et d'institutions qui attestent cette dimension de la recherche vient de tout cet appareil d'évaluation, d'équiparation, de diplômes et tout ça. Donc le livre ne parle pas du tout de ça, rassurez-vous. Il n'est pas question de doctorat, mais est une sorte de réponse, disons un acte de ce qu'on peut faire en réunissant des artistes et des chercheurs. Je suis sûr que Bernard a quelque chose à ajouter. À ce point. Ouais. Vas-y. Peut-être que j'arrive trop tard et que l'argument a été déjà traité, mais j'avais cette curiosité de savoir s'il y a un principe. Vous avez choisi la structure du Bilderatlas warburgien. S'il y a un principe d'accrochement, de montage des images, au plus d'un principe, et s'il y a des principes pour trouver des passages, ou aussi un principe ou des principes pour dissocier les passages. Tu veux répondre? Donc c'était Pietro Montagna. Donc pour répondre à cette question, Pietro, il y a un élément temporel, biographique, c'est-à-dire que quand nous avons fait... Attends, ce système-là, je n'arriverai jamais. Quand nous avons fait l'exposition à l'École des Beaux-Arts de Lyon en 2011 pour nous-mêmes, cette exposition, les travaux de l'exposition, regarder l'exposition, était construire les tables. Et donc, nous avons passé quelques semaines à construire des tables avec quelques distances de temps et des réflexions, à exposition fermée. Je disais tout à l'heure, l'exposition n'a ouvert qu'à la fin, une seule journée, un après-midi. La question des tables s'est donc construite d'une façon, je dirais, assez automatique, instinctive, et du coup, elle a révélé des systèmes, je dirais, des principes différents. D'un côté, il y avait donc un principe de... Je ne sais pas, vous pouvez revenir un peu en arrière. Voilà. Il y avait un principe de la table warburgienne elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle produit, comme elle a fonction, évidemment, tous ces discours très complexes qu'on a suivis avec beaucoup d'attention depuis longtemps.
mais surtout qu'est-ce qu'elle est à côté d'autres constructions. Et la première intuition de ce type-là a été amenée par Benjamin Ghosn et la table de Richter comme problématique. Et nous avions intuitivement mis au mur une image, il ne peut pas revenir en arrière, je suis désolé, une image pardon, parce que ça on comprend beaucoup mieux si on voit l'image, voilà. Donc une image d'une table warburgienne et une image de l'Atlas qui était collée au mur. Donc il y a eu une réflexion, je dirais, ça c'était un des principes, réfléchir à comment fonctionne un atlas et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui différemment avec un atlas. Ça c'était un des principes de la réflexion. Et après il me semble que les principes principaux c'était celui évidemment de la, je dirais très benjaminienne de la constellation qui nous a guidés tout le temps dans nos discussions. Et avec lui, c'est la forme de la dialectique. C'est la discussion que construit la table. La discussion, évidemment, non seulement dans les moments de les faire, mais aussi vraiment dans les moments dans la façon avec laquelle nous arrivons ou pas à construire une table. Et ça a duré donc un peu de temps. L'exposition est de 2011. Le livre sort maintenant. Je pense que ça, on peut dire que c'est un principe. Après, il y a des aspects qui sont plus compliqués, parce que les artistes, dont je suis ici le représentant, mais ont aussi de façon très particulière de voir des assonances qui ne sont pas tout à fait, qui ne rentrent pas dans les logiques, par exemple, warburgiennes, mais qui sont, c'est un artiste voit une image aussi par ce qu'est sa construction, je dirais matérialiste, mais ce n'est pas les mots, mais je veux dire sa structure, vraiment la matière. Donc ici, dans le cas, par exemple, donc là ça se voit en petite, mais à côté, donc il y a une table warburgienne et à gauche, vous voyez une table de l'Atlas, donc les blocs de l'Atlas en question sur lesquels nous avons travaillé de Richter. Et par exemple, voir comment dans une image de Richter, la représentation d'un élément chimique agrandi au microscope peut créer aussi un lien avec la poussière, ça vient des plasticiens. C'est-à-dire que l'image commence à travailler autrement. Et aujourd'hui que nous avons un peu passé cette phase, nous sommes dans une phase très différente. Nous préparons actuellement des travaux dans lesquels l'Atlas est devenu une table de maquettes, un espace réel, trois-dimensionnel, dans lesquels nous fabriquons nous-mêmes par maquette les images qui font partie de l'Atlas. Parce que la fabrication est devenue un élément central du travail.